suis consultant éditorial, ce qui signifie que j'essaye d'assister les entreprises, les communicants dans leur façon de se présenter, leur façon d'organiser leur contenu et leur stratégie de contenu au sens le plus large. Je suis aussi rédacteur en chef de la revue Tank, qui est une revue qui essaye de défricher les arcanes de la communication en donnant la parole à des gens de la sphère universitaire, politique, journalistique, pour essayer de montrer que la communication, c'est pas qu'une histoire de surface, mais qu'on est un petit peu plus dans la réflexion de fond et qu'elle touche aujourd'hui la société de manière profonde. Et je suis également auteur du livre La révolution des contenus, qui essaye donc de décrypter les grandes évolutions du numérique à l'aune des contenus et de leur interaction, leur production, etc. etc. En fait, les contenus, historiquement, il y a encore une vingtaine d'années, étaient intimement liés au support. On parlait d'émissions de télé, on parlait d'articles de presse. Donc on était vraiment, la radio faisait de la radio, la presse faisait de la presse, la télévision faisait de la télévision. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, c'est-à-dire que les contenus se sont désincarnés totalement. Et on arrive à une forme de séparation du média qui reste le support, la télévision, la radio et la presse, etc. Et de l'autre côté, on a vraiment l'émergence des producteurs de contenu qui, eux, vont occuper l'intégralité de la sphère médiatique. Donc on est vraiment dans le décloisonnement total du média aujourd'hui et de la médiation au sens large du terme. La notion de ferme de contenu est apparue il y a 5-6 ans et représente un petit peu la limite du modèle googlien dans lequel on est rentré, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, les fermes de contenu étaient en charge de produire un contenu à très basse valeur ajoutée, c'est-à-dire l'information n'était pas forcément intéressante, sauf qu'elle s'appuyait sur essentiellement les mots-clés qui étaient recherchés, les critères qui étaient recherchés dans les moteurs de recherche. Ce qui fait qu'en fait, ces fermes de contenu servaient à alimenter et à nourrir une demande. Mais la vocation de ces fermes de contenu, au final, était d'attirer une audience massive en recherche d'une information quelconque pour pouvoir finalement attirer des revenus publicitaires essentiellement. Donc on est arrivé à un modèle, à la limite du modèle, c'est-à-dire qu'on avait un contenu inintéressant qui drainait énormément d'audience. Depuis, la notion de ferme de contenu a disparu parce que Google a fait du ménage là-dedans et donc a amélioré son algorithme de recherche. Et ce contenu à faible valeur ajoutée a un petit peu disparu. Ça reste encore très relatif, mais en tous les cas, ce processus de production de contenu a un petit peu disparu. Néanmoins, il a mis en place une espèce de tendance qui aujourd'hui est largement reprise, qui est celle d'une marketisation de la production de contenu, c'est-à-dire l'analyse d'un besoin pour réussir à répondre à ce besoin par du contenu produit sur mesure. Le lien entre contenu et marque, c'est un lien qui est assez fort aujourd'hui puisque on parle beaucoup de contenu de marque, on parle beaucoup de content marketing, on parle d'inbound marketing. Donc tout ça est en lien avec le modèle marketing et le modèle de la production de contenu, bien entendu. En fait, je pense que c'est une nouvelle étape dans le marketing. C'est qu'autrefois, le marketing a toujours eu pour but d'essayer de singulariser un produit par rapport à sa concurrence. Ça se faisait, et ça se fait d'ailleurs toujours, il ne faut pas l'oublier, par le design, par le prix, par un univers, un territoire de marque. Aujourd'hui, le contenu est un nouveau pilier de cette puissance du marketing et les marques essayent de se différencier au travers justement de la production de contenu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a vu, les médias ont un petit peu explosé. La marque est devenue un média qui s'exprime au travers des réseaux sociaux, qui s'exprime au travers de ses propres espaces éditoriaux. Donc il y a un besoin de production de contenu pour une marque. Donc le contenu pour une marque aujourd'hui, c'est la possibilité de créer des univers
des univers narratifs, des univers, on parle beaucoup de storytelling aussi, les marques ont aujourd'hui la possibilité d'avoir en main des médias qui leur permettent de porter leur propre message. Si on pousse encore plus loin avec le native advertising, avec le contenu de marque comme on l'a dit, elles parviennent aujourd'hui à rendre un service, à donner une information qu'un média traditionnel n'est pas à même de nous amener. Donc le contenu est hyper puissant dans le sens où il permet un lien entre le consommateur et le produit qui n'existait pas encore hier. Le dogme du référencement du SEO, comme on dit pour cette spécialisation, existe. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit de plus en plus aujourd'hui émerger un style journalistique qui est fait pour à la fois être référencé par les moteurs de recherche, relayé facilement et compris par les réseaux, dans les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on assiste à l'émergence de titres comme les 7 façons de, les 27 points pour, voilà, des choses qui sont à la fois de l'ordre du teasing et puis de l'ordre on comprend tout de suite le message qui a passé derrière. Donc on est un petit peu dans l'ostentation et dans une forme de journaliste un peu ostentatoire, effectivement. Au-delà de ça, moi, il y a ce que j'appelle le dogme du court à tout prix également, qui est une idée partagée par beaucoup de gens qui tend à nous faire croire que pour être lu, il faut faire très court. Soit, c'est vrai sans doute, sur Internet. Maintenant, je pense qu'en termes de besoins, on assiste aussi au fait qu'on a toujours besoin de reportages très étayés, on a toujours besoin d'un journalisme d'investigation. Il y a beaucoup de succès télévisuels, des reportages qui passent au cinéma, qui sont des formats très longs. Il y a un retour justement de la revue aujourd'hui en presse qui nous montre que les gens n'ont pas peur d'attaquer un dossier, un sujet avec 3-4 pages et très peu d'iconographie. Donc le cours à tout prix est une mauvaise piste à mon sens. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, le moteur de recherche Google, pour ne pas le nommer, et au-delà de ça, justement, tous les outils d'échange des contenus sur les médias connectés tendent à appauvrir un petit peu le style journalistique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce style-là, c'est celui qui a de l'audience, une espèce de... Voilà, ça se mord un petit peu la queue. Il me semble que le web sémantique, ça sera une étape supplémentaire dans la capacité de la machine à comprendre instinctivement ce que l'on veut à l'instant T. Néanmoins, effectivement, je pense qu'il va y avoir encore... il faudra voir à ce moment-là les techniques de référencement, comment elles évolueront, parce qu'elles vont forcément évoluer. Mais il me semble qu'il va y avoir encore une couche supplémentaire à prendre en compte dans l'écriture, dans la façon dont on écrit, dans la façon dont on va attirer le lecteur, dans la façon dont on va écrire un titre, dans la façon dont on va structurer un article. Là, je parle essentiellement pour le contenu écrit, mais ça va être aussi le cas pour la vidéo, ça va être le cas pour l'infographie. Donc ça va nous amener des contraintes supplémentaires dans l'écriture, et je ne suis pas sûr en fait que l'information en sorte fondamentalement gagnante. Je ne parle même pas du style. Alors un média comme Twitter est souvent montré du doigt, effectivement, comme un des acteurs clés de l'infobésité, au sens où il nous nourrit de manière discontinue d'une information qui devient difficile à ingurgiter au bout d'un moment. Mais au contraire, il faut se souvenir que tous ces outils nous servent aussi et sont hyper puissants pour réussir à obtenir une information catégorisée, qualifiée par des gens avec qui on partage ces intérêts. Donc il me semble que tous ces médias, quand ils sont bien utilisés, et c'est ça la clé en fait, reprennent un petit peu le rôle de l'éditorialisation, c'est-à-dire que si on achète l'Équipe, c'est pour avoir un contenu sportif, si on achète les Échos, c'est pour avoir un contenu économique. Au même titre, sur Twitter, on va essayer de suivre des gens
qui sont vraiment en partage avec nos points d'intérêt et qui vont nous nourrir de cette information. Aujourd'hui, les outils nous permettent de savoir exactement ce que mon lecteur va attendre aujourd'hui, demain, dans l'immédiat. On va avoir des algorithmes qui mettent en place, qui me font remonter les critères de recherche à un instant T. Et je vais avoir les moyens, moi, maintenant, avec ma production de contenu personnel, de répondre à ce besoin. Donc on perd encore une fois, sans doute, en créativité, on perd en style journalistique, on perd en beaucoup de choses. On gagne par contre en intérêt de moi, mon sujet qui va m'intéresser, avec lequel je vais pouvoir alimenter mon propre réseau social, intéresser ma communauté, intéresser mes amis, etc. Il y a 2-3 ans, les contenus étaient encore quelque chose d'un peu abstrait, quelque chose de l'ordre du professionnel, les contenus audiovisuels, les contenus... Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de gens prennent en main ces contenus, et tant mieux. Et on confère au contenu un pouvoir qu'il n'a peut-être pas forcément. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont la main s'appellent Google, s'appellent Apple, s'appellent Facebook. Voilà, ce sont des plateformes qui gèrent du contenu, mais qui sont finalement des super agrégateurs de contenu, mais qui ne sont pas des producteurs de contenu. Donc il me semble que dans cet écosystème qui existe du média citoyen, du réseau social, la chose qui est encore assez difficile à produire, voire chère, reste le contenu. Donc s'il fallait conclure sur une idée, il me semble qu'aujourd'hui, si l'intelligence, je mets ça entre de grosses guillemets, mais l'intelligence est du domaine du contenu, il me semble que les enjeux économiques et industriels sont eux plutôt du côté des tuyaux et des gens qui vont avoir la capacité à attirer une audience, à attirer du contenu, mais certainement pas le produire, parce que le contenu coûte cher à produire.